L'invité de France Info ce matin est Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Nous allons effectivement profiter de notre entretien pour parler de l'Europe, ce que l'on ne fait pas souvent. Nous n'avons pas été forcément très attentifs à ce qui s'est passé en Autriche. L'Autriche a un nouveau gouvernement depuis dimanche, dirigé par Sebastian Kurz, qui a 31 ans. C'est le plus jeune dirigeant occidental. Et il a trouvé un accord avec le parti d'extrême droite. 6 ministres au total, 3 ministres d'extrême droite dans des fonctions importantes qui dirigeront la diplomatie, la police, l'armée autrichienne. François Hollande s'en est ému hier, c'est assez rare pour être signalé dans un tweet. L'ancien président de la République a indiqué que la composition du nouveau gouvernement autrichien avec l'extrême droite dans des ministères régaliens est contraire aux valeurs que l'Europe porte. Et comme nous connaissons peu cette extrême droite autrichienne en France, je vous propose d'écouter un court extrait de Hans Christian Strache, je ne dois pas bien prononcer, qui disait ceci, c'est le patron du parti d'extrême droite en Autriche. Ça nous donne le pouvoir de lutter pour plus de justice et de sécurité en Autriche et arrêter l'islamisation de notre pays. Voilà, bien sûr, une ligne très agressive vis-à-vis de l'islam pour l'extrême droite autrichienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande, Nathalie Loiseau, quand il dit que ce gouvernement est contraire aux valeurs que porte l'Europe? Ça, c'est le dire avant même que le gouvernement ait commencé à agir. Ça n'est pas ce qu'on lit dans le contrat de coalition. En Autriche, comme en Allemagne, comme dans un certain nombre de pays, il y a un contrat de coalition entre les partis qui se rassemblent pour gouverner ensemble. C'est presque 200 pages, ce contrat. Qui fait 180 et quelques pages. Ça n'est pas ce qu'on y lit. Ceci étant, il faut être extrêmement vigilant. Je voudrais commencer en disant qu'on avait très bien travaillé avec le gouvernement autrichien précédent. Christian Kern était le chancelier. Sebastian Kurz, qui devient chancelier, était déjà ministre des Affaires étrangères. Il est membre du parti conservateur, populaire. Et je voudrais rendre hommage à Christian Kern, qui a fait un travail formidable, très pro-européen, très aidant à trouver des compromis utiles pour l'Europe. On était allé avec Emmanuel Macron en Autriche, d'ailleurs, l'été dernier, pour travailler sur les travailleurs détachés. Aujourd'hui, il faut être vigilant. Sebastian Kurz se rend aujourd'hui même à Bruxelles pour voir Jean-Claude Juncker et pour voir le président du Conseil européen, Donald Tusk. Donald Tusk lui a écrit hier en lui disant que l'Europe serait attentive au respect des valeurs européennes, au respect du contenu des traités, mais aussi de l'esprit des traités européens. On sera tous très attentifs. Qu'est-ce qui peut être remis en cause? À quoi vous serez attentif exactement? Qu'est-ce qui n'est pas permis ou tolérable? À tout ce qui relève de l'état de droit, de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, de la protection des médias, tous ces enjeux d'indépendance de la justice sur lesquels on est par exemple très attentif s'agissant de la Pologne. On va en parler. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est ces sujets-là qui sont ceux qui nous rassemblent. Ça n'est pas l'Europe, ça n'est pas juste un marché unique, c'est un ensemble de pays qui partagent les mêmes valeurs. Ce que on l'entendait dans la déclaration, ce que beaucoup redoutent aussi, c'est une politique agressive vis-à-vis d'une religion et notamment vis-à-vis de l'islam. On sera attentif évidemment aussi. L'Europe est un continent d'ouverture et de tolérance. Est-ce que les dirigeants européens dont vous faites partie, Nathalie Loiseau, ont essayé de peser sur Sebastian Kurz pour qu'il ne donne pas des ministères régaliens, parce que c'est cela qui a un peu surpris aussi à ce parti d'extrême droite, je le rappelle, la police, l'armée et les affaires étrangères? Non, ça c'est de l'ingérence. Les résultats des élections autrichiennes ont fait du FPE, du parti d'extrême droite, le troisième parti en Autriche, et il a choisi de gouverner avec le Parti populaire. Ça n'est pas à un pays étranger d'indiquer à un chef de gouvernement quel genre de ministère il doit donner à qui. Imaginez, en sens inverse, si un Espagnol, un Britannique, un Allemand ou un Autrichien venait nous dire donner tel ou tel ministère à telle ou telle personne. Ça serait totalement inacceptable. En revanche, l'attention portée à la politique menée, aux choix qui seront faits, ça, elle sera très forte. Donc François Hollande, en réagissant avec son tweet, fait un peu un procès d'intention. On peut, ce que vous dites ce matin, Nathalie Loiseau, au micro de France Info, c'est que un parti d'extrême droite au gouvernement dans un pays de l'Union européenne peut parfaitement respecter les valeurs de l'Union européenne. C'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, vous en faites l'hypothèse. Aujourd'hui, Sebastian Kurz l'a dit, l'a répété quand il a gagné. Pendant tout le temps où il a formé sa coalition, son premier geste, c'est de se rendre à Bruxelles. À l'évidence, il veut rassurer. Mais maintenant, on le jugera sur les actes. Ce qui est compliqué, c'est que vous appelez à la vigilance, mais c'est aussi l'expression du vote des Autrichiens. Donc, ce vote, il est, j'allais dire, souverain.
Ce vote, il est souverain. Ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, on n'a pas toujours les gouvernements qu'on aurait choisis nous-mêmes, mais il faut apprendre à travailler avec eux sans renier nos valeurs, en étant exigeants sur les points qui comptent, mais en respectant la volonté des électeurs. On parle d'une démocratie, on ne parle pas d'autre chose. En 1999, ça paraît très loin, mais l'Europe a déjà été confrontée à ce problème, toujours avec l'Autriche. Des ministres d'extrême droite avaient intégré le gouvernement. On va le voir à l'époque, certains dirigeants français, allemands aussi, ça avait fait polémique d'ailleurs, avaient pris une position d'hostilité vis-à-vis du gouvernement autrichien. Je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas lui adresser la parole, disait Martine Aubry, en parlant de son homologue autrichienne. Il y avait eu des formes de boycott. Là, visiblement, on n'en est plus là, en quelque sorte. Alors, deux choses. D'abord, le FPE de 2017, ça n'est pas le FPE de 1999, celui de Jörg Haider, qui était quand même très proche d'un passé néo-nazi, antisémite. Aujourd'hui, ce parti a objectivement changé. Ça ne veut pas dire qu'on lui fait un chèque en blanc, mais il a changé. Par ailleurs, ce qui s'est passé en 1999, c'est de la gesticulation. C'est très facile de dire le plus simple, c'est ne pas lui parler. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On se bouche les yeux et les oreilles pour ne pas voir et ne pas entendre. On ne parle pas qu'à des pays avec lesquels on partage les agendas. Quand on est chef d'État, quand on a une politique étrangère, quand on a des principes et des intérêts à défendre, on parle à des gens qui ne vous ressemblent pas. Sinon, on ne fait pas ça. On n'est pas chef d'État. Ce que vous dites impose un constat pour en terminer sur le sujet de l'Autriche. On parlera de la Pologne à la reprise. C'est que le Front National peut dire très tranquillement aujourd'hui en France, vous voyez, un parti dit d'extrême droite qui arrive au pouvoir en Europe, ça ne pose aucun problème. Donc si nous étions au pouvoir, tous ceux qui vous disent « oh là là, ce serait une catastrophe », ils vous disent quelque chose qui n'est pas juste. Si ce n'est que Emmanuel Macron et ce gouvernement, ils se sont battus contre l'extrême droite et qu'on ne peut pas nous faire le procès d'avoir la moindre sympathie et la moindre envie de leur ouvrir la porte. Ça n'était pas le sens de ma remarque. Le sens de ma remarque, c'est que l'extrême droite peut entrer dans un gouvernement sans que ça ne remette quoi que ce soit en cause. C'est banalisé d'une certaine façon. Vous le découvrez sur l'Autriche, ou en tout cas vous le relevez sur l'Autriche, mais ailleurs en Europe, l'extrême droite soutient le gouvernement au Danemark. Une partie de la coalition belge est très proche de ce qu'on peut qualifier de l'extrême droite. Il y a un virage populiste dans certains pays d'Europe. Pas tous, il ne faut pas non plus caricaturer, mais il est là, il est présent. Ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle il faut être à la fois très pro-européen et réformer l'Europe pour mieux répondre aux attentes des citoyens et ne pas laisser les extrêmes prendre le pas sur les modérés et ceux qui ont un vrai projet. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 2017, année la moins meurtrière pour les journalistes depuis 14 ans. 65 morts, notamment en Syrie, au Mexique et en Afghanistan. Et cette baisse est à relativiser très largement, prévient Reporters sans frontières sur France Info. Selon l'ONG, en effet, ces pays se sont vidés de leurs propres journalistes. Et les reporters internationaux y vont moins tant les dangers sont grands. Les familles des victimes de la collision de Millas, reçues cet après-midi par le procureur de Perpignan pour faire un point sur l'enquête. On ne sait toujours pas si les barrières du passage à niveau étaient levées ou fermées lorsque le TER a percuté le car scolaire. Le bilan est maintenant de 6 morts. Un collégien a succombé hier à ses blessures. Une nouvelle catastrophe ferroviaire aux États-Unis. Le déraillement d'un train sur un pont entre Seattle et Portland. Certains wagons sont carrément tombés sur les voies, sur l'autoroute en contrebas. Le bilan est d'au moins 3 morts et d'une centaine de blessés. Et puis la faillite de Borsalino, le célèbre chapeau italien immortalisé au cinéma, notamment par Delon et Belmondo, arboré récemment aussi par Rihanna. L'entreprise fête ses 160 ans, mais elle croule sous les dettes et elle risque la liquidation. 150 000 chapeaux sont encore produits chaque jour. France Info. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Alors nous parlions de la Pologne. Le Parlement polonais a adopté une loi qui met fin à l'indépendance de la justice. Et vous demandez, c'est ça, au président polonais de ne pas ratifier cette loi. Alors, le processus législatif n'est pas tout à fait terminé. Le Sénat n'a pas... Mais c'est acquis. Ça paraît être une formalité. Voilà. Et ensuite, il faut une ratification par le président de la République. C'est une loi préoccupante parce que, effectivement, elle porte atteinte à l'indépendance de la justice. Et à partir de là, il y a un dialogue depuis un certain nombre de mois entre l'Europe et la Pologne sur ce sujet précis. Si la loi est ratifiée, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, les membres de la Commission européenne se réunissent et doivent décider si on lance une procédure
qui peut conduire à des sanctions Contre à l'encontre de la Pologne. Si rien n'évolue d'ici demain, il y a de fortes probabilités pour que cette procédure démarre. Il faut le faire. La France soutient totalement la Commission dans cette démarche-là. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas un simple marché unique. Nous sommes, en Europe, un ensemble de pays qui partagent des valeurs et qui sont attentifs à la démocratie, à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs. Si un État dérive par rapport à ces éléments-là, il faut le dire, il faut marquer le coup. La semaine dernière, à Bruxelles, Emmanuel Macron a rencontré le nouveau Premier ministre polonais. Il lui a dit de manière très claire. Mais pour qu'il y ait des sanctions contre la Pologne, il faut l'unanimité des autres États membres. On sait déjà que la Hongrie ne soutiendra pas C'est ce qu'elle a dit jusqu'à présent, les autres pays membres de l'Europe. Et en fait, tout ça pour dire que s'installe quelque chose en Europe qui... face auquel finalement on a peu de pouvoir, c'est-à-dire des pouvoirs autoritaires qui peuvent contrevenir aux valeurs européennes, indépendance de la justice, démocratie, et on n'a pas grand-chose à faire en fait. Vous avez raison, les traités ne permettent pas de forcer la main à un gouvernement d'un État membre. Parce que ceux qui ont signé les traités ne le souhaitaient pas, peut-être aussi parce qu'ils n'envisageaient pas, ils n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir ce type d'évolution. Il faudra qu'à l'avenir, on réfléchisse notamment sur le versement des crédits européens. La politique qu'on appelle la politique de cohésion, qui est destinée à aider les pays les moins riches à rattraper les autres en termes de convergence sociale, de convergence économique, ne peut plus, de notre point de vue, être poursuivi les yeux fermés. Un pays qui dérive par rapport à l'état de droit, par exemple, doit faire le choix. Il est souverain, il prend ses décisions, mais il ne peut pas, en même temps, demander à Bruxelles d'être soutenu par des milliards de fonds de cohésion. Conditionner l'obtention des crédits au respect de certaines règles et de certaines valeurs. En tout cas, c'est la position que nous allons défendre à Bruxelles. En France aussi, certains dénoncent une atteinte aux valeurs européennes. Je veux parler de la circulaire Mézard-Collomb qui prévoit que des brigades extérieures pourront intervenir dans des foyers d'hébergement d'urgence auprès des migrants pour voir qui est là en situation irrégulière, qui attend un statut de réfugié politique pour essayer de faire un tri. Ceci suscite un vif débat. Les associations, notamment, dénoncent cette circulaire. Et Jacques Toubon, défenseur des droits, a expliqué hier sur France Inter que la justice européenne pourrait retoquer la circulaire du ministre de l'Intérieur et du ministre du Logement. On écoute Jacques Toubon. Cette circulaire, en gros, demande que l'on puisse trouver les moyens de faire sortir des hébergements d'urgence les personnes qui sont en situation irrégulière au titre du séjour. Je pense que certaines des dispositions qui sont envisagées aujourd'hui risquent de tomber sous le coup d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous avez vérifié, Nathalie Loiseau, que la Cour européenne des droits de l'homme, ou que la circulaire est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux textes européens ? La circulaire a assez peu à voir avec la manière dont Jacques Toubon l'a décrit. Je pense qu'il a été saisi par des associations qui en ont fait une description qui n'est pas conforme à la réalité. Vous avez vérifié sa compatibilité avec les règles européennes ? Vous savez, la compatibilité, vous la vérifiez le jour où une cour vous dit c'est bon ou c'est pas bon. Vous pouvez essayer de penser que c'est conforme. Nous le pensons évidemment. Mais après, c'est aux juridictions de juger. Qu'est-ce que dit la circulaire ? Ce ne sont pas des patrouilles, ce sont des agents de la préfecture et de l'Office français d'immigration et d'intégration qui vont aller dans les centres d'hébergement pour examiner, pour ceux qui l'acceptent, qui ne forceront personne, qui vont examiner pour ceux qui l'acceptent leur situation administrative. C'est-à-dire les personnes qui sont à l'intérieur et qui ne veulent pas répondre aux agents de la préfecture n'auront aucune pourront obligation, ne pas répondre. N'auront aucune obligation de répondre. Et ça sert parce que vous avez dans des centres d'hébergement... Qui va vouloir se faire recenser? Vous avez dans des centres d'hébergement d'urgence qui sont destinés à traiter les cas les plus immédiats, des gens qui ont déjà le statut de réfugié, qui ne devraient pas être là, qui devraient se voir attribuer un logement. Vous avez des gens qui sont des demandeurs d'asile très avancés dans leur procédure de demande et à qui on pourrait proposer d'autres types d'hébergement. Vous inversez le sens de la circulaire. En fait, vous vous dites que c'est pour rendre service aux gens qui ont déjà un statut et qui ne devraient pas être dans un foyer d'hébergement d'urgence. Vous savez, le sujet auquel on est confronté aujourd'hui, c'est
2017, à peu près 95 000, 97 000 demandes d'asile. C'est considérable. On est face à une crise migratoire depuis 2015. On n'est pas dans une situation où on peut se dire on continue comme avant, on ne change rien et ça marche. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Les demandeurs d'asile aujourd'hui attendent 14 mois pour savoir s'ils ont pas le statut de réfugié. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les procédures aillent beaucoup plus vite, que les gens puissent être traités dignement, que les gens soient hébergés là où ils ont vocation à être hébergés. Cette circulaire ne vous choque pas? Cette circulaire ne me choque pas. Elle est destinée à davantage d'efficacité et à faire en sorte, si vous avez des gens qui, eux, sont des déboutés du droit d'asile, est-ce qu'il faut les garder en France? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que la moitié de ceux qui sont, par exemple, dans des lieux type Porte de la Chapelle, où régulièrement, malgré tous les efforts qui sont faits, vous avez des campements sauvages qui réapparaissent. Plus de la moitié des gens qui sont là sont des déboutés du droit d'asile ailleurs en Europe, notamment venant d'Allemagne. Est-ce qu'il faut les garder en France? Mais on imagine mal les clandestins qui risquent d'être expulsés accepter d'être recensés. Ça n'est pas un recensement, c'est un examen, c'est une proposition. S'ils le refusent, c'est à eux de voir, mais on imagine mal aussi. La circulaire, telle que vous la décrivez, la circulaire ne sert à rien. On imagine mal aujourd'hui aussi engorger des centres d'hébergement d'urgence avec, par exemple, des demandeurs d'asile albanais. Vous le savez, c'est la première nationalité en termes de demande d'asile en France. Or, l'Albanie n'est pas un pays en guerre, n'est pas un pays en crise humanitaire. Il n'y a objectivement aucune raison qu'il y ait autant de demandeurs d'asile albanais en France qui restent en moyenne 14 mois avec leur famille. C'est la raison pour laquelle Gérard Collomb est allé en Albanie la semaine dernière, négocier et signer un accord avec les autorités albanaises pour qu'ils puissent être raccompagnés en Albanie. Parce que quand ces personnes-là sont logées dans des hébergements d'urgence, d'autres qui arrivent de Syrie, qui arrivent d'Irak, qui arrivent de pays en crise, qui arrivent de pays en guerre, se retrouvent à la rue. Ça n'est pas normal. C'est ces situations-là qu'il faut examiner. Vous restez avec nous, il est 8h50, l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Le téléphone de Nordal Lelandais, localisé au même endroit et au même moment que celui d'un militaire disparu à Chambéry en avril dernier. Le principal suspect de l'affaire Maëlys a été placé en garde à vue depuis 24 heures. Entendu dans cette deuxième affaire, il est déjà mis en examen pour l'enlèvement et la disparition et le meurtre de la fillette. La fin des hydrocarbures, votée définitivement cet après-midi à l'Assemblée. Le texte prévoit la sortie progressive de la production de gaz et de pétrole d'ici 2040 en France. Il fallait faire cette loi. C'est un symbole important. C'est ce que dit Cécilia Gauthier de la Fondation pour la Nature et l'Homme ce matin sur France Info. 12 morts et une centaine de blessés. C'était il y a un an en Allemagne. Le pire attentat jamais commis dans le pays. Une attaque au camion bélier sur le marché de Noël de Berlin. Journée de commémoration aujourd'hui. Inauguration notamment d'un mémorial par la chancelière Angela Merkel. Et puis Tessa Worley, l'une des favorites du slalom géant de Courchevel aujourd'hui en Savoie. Épreuve comptant pour la Coupe du Monde. La Française a déjà remporté le petit globe de la spécialité l'an dernier. Première manche à partir de 10h30. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Pour en terminer avec les questions sur les migrants, je voulais quand même signaler cette réponse de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, au journal Le Monde hier. Elle est interrogée sur la politique que veut suivre le gouvernement en matière d'immigration. Est-ce que vous ne la trouvez pas trop difficile? Permettez que je réponde avec Jean-Marie Gustave Leclésio, dit Françoise Nyssen. Elle cite Leclésio: « La migration n'est pas pour ceux qui l'entreprennent une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues, c'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Ce point de vue, conclut Françoise Nyssen, je le fais valoir sans qu'il m'en soit fait le reproche. Ça sonne comme une hostilité au choix que fait le ministre de l'Intérieur. Vous vous sentez plus proche de Gérard Collomb ou de Françoise Nyssen? Mais on est tous dans le même gouvernement et on est tous d'accord. Vous êtes tous dans le même. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Je mieux traiter les réfugiés, ceux qui fuient les périls, ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient les crises humanitaires, c'est le but de ce gouvernement et ce sera le but de la prochaine loi. Mais il y a visiblement des sensibilités différentes. Mais reconduire ceux qui ne méritent pas le statut de réfugié, qui ne l'ont pas eu, ça aussi c'est une nécessité. Est-ce que vous croyez que la France peut accueillir 97 000 demandeurs d'asile par an? Est-ce que sérieusement vous pensez que c'est ce que nous allons faire? Vous convenez qu'il y a des différences de sensibilité au sein du gouvernement?
Non, parce que nous disons la même chose, Françoise Nyssen et moi. En tout cas, elle se réfugie, si je puis dire, derrière le Clésio pour... Elle parle des réfugiés, moi aussi. Voilà. Les réfugiés, c'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Et nous ferons en sorte de les traiter mieux qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Le gouvernement a décidé de modifier le mode de scrutin pour les élections européennes de juin 2019. Il était régional, il sera national. Vous n'avez pas peur que ça détourne les gens d'un scrutin purement européen et qu'on parle beaucoup de politique intérieure avec un scrutin national? Au contraire. On a déjà connu des scrutins nationaux. Il y a eu beaucoup de scrutins nationaux. C'est pour ça qu'on a changé et qu'on est revenu à un mode régional. Non, on a essayé, disait-on, de rapprocher les députés des électeurs. Ça a été un échec, parce que vous peut-être, vous êtes capable de dire quel est votre député européen. Peut-être pas. Et peut-être pas. Boris, vous seriez capable? Non, question suivante. Voilà, c'est ça. Donc ça n'a pas marché, parce que les euro-circonscriptions, les régions qui avaient été découpées pour les élections européennes étaient extrêmement théoriques et très très vastes. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des pays européens ont des scrutins avec liste nationale. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un vrai débat sur l'Europe et pas des débats locaux. Vous le souhaitez, mais souvent quand il y a des listes nationales, on a connu ça en France, on parle beaucoup de la situation intérieure. Ça, c'est la responsabilité des partis. Oui, et ce que nous espérons, et c'est ce que fera En Marche, c'est parler d'Europe et parler des enjeux européens. Aujourd'hui, ce matin, vous m'invitez, je vous en remercie. De plus en plus souvent, on a conscience que les grands enjeux auxquels on est confronté ont une dimension européenne forte. On vient de parler des migrations, on pourrait parler du changement climatique, on pourrait parler de la révolution numérique, on parle de la mondialisation, de la lutte contre le terrorisme. Tous ces enjeux-là, aujourd'hui, ils se traitent essentiellement à niveau européen. Et donc, pouvoir avoir un vrai débat, des vrais choix politique sur les questions européennes à l'occasion du scrutin de 2019, c'est indispensable. Nous pensons franchement qu'avec une liste nationale... Vous obtiendrez ce but-là. Quel est le profil? C'est aux partis de jouer le jeu et de ne pas revenir sur des querelles et des juxtapositions de 27 élections différentes avec des enjeux différents la même semaine. On verra ce qu'il en sera. Juin 2019, c'est un peu loin. Quel est le profil type pour diriger la liste d'En Marche? Comment vous imaginez celui qui doit mener en France le combat pour l'Europe? Être pro-européen, avoir une vraie ambition pour l'Europe, pour la France dans l'Europe, mais aussi un regard critique et une envie de réformer cette Europe dont on a besoin, mais qui ne fonctionne pas tout à fait comme on le souhaiterait, en tout cas à l'heure actuelle. Il est trop tôt, bien sûr, pour donner des noms. Il est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Vous ne vous risquerez pas à cette aventure. Vous êtes membre d'En Marche, vous, Nathalie Loiseau? Oui, je suis membre d'En Marche, oui. Vous auriez envie d'être candidate au Parlement européen? Je suis ministre 100% de mon temps, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de plaisir, et je ne regarde pas plus loin que ça. Et donc, nous aurons l'occasion de reparler de cette élection qui sera la première dans le déroulement du quinquennat après l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était sur France 2 dimanche soir. Il a eu des phrases qui ont un peu interrogé tout de même. Et je vous propose d'écouter une phrase qui tourne un peu depuis hier. Comment faut-il la comprendre? On compte sur vous, Nathalie Loiseau. On écoute Emmanuel Macron. Le leadership européen international, je le tiens de mon peuple. Je le tiens des Françaises et des Français. Mon peuple. Alors ça, on s'est dit, tiens, ce possessif est curieux tout de même. Comment vous l'analysez? Écoutez, quand vous faites une interview qui a duré 40 minutes, oui. Même avec quelqu'un dont la communication et dont l'éloquence sont aussi contrôlées qu'Emmanuel Macron. Et l'intelligence supérieure. Écoutez, je suis sûre que si... Non, je crois que c'est ce que vous alliez dire juste après. Donc si je vous interviewe pendant 40 minutes, vous n'aurez, en vous réécoutant, pas toujours choisi les mots que vous auriez voulu choisir. Ah, donc c'était une erreur. C'est une petite bêtise. Non, c'est une manière de s'exprimer. Il parlait du leadership européen et international de la France. Et moi, qui voyage tout le temps, vous le savez, j'en atteste, la France était attendue et elle est accueillie pour ce qu'elle porte comme valeur, comme projet, comme ambition. Aujourd'hui, elle est extraordinairement écoutée et c'est une vraie fierté d'être dans ce gouvernement sur ces fonctions-là parce qu'on a un président, un chef d'État qui porte un projet. C'est reconnu partout. Ah, ça, je ne sais pas si c'est reconnu partout, mais vous le dites, donc on l'enregistre. Non, mais vous regardez les journaux européens, par exemple, en ce moment, qui le citent comme homme de l'année. Quelqu'un notait malicieusement hier que si Nicolas Sarkozy avait dit « mon peuple », eh bien, regardez, vous le relevez là aussi. Donc, on sait que les commentateurs politiques sont attentifs et parfois sans pitié. Est-ce que la modestie est une valeur en politique? Bien sûr.
Et l'ambition en même temps. Et l'ambition en même temps. Donc, si la modestie en est une, vous pensez que Emmanuel Macron doit la cultiver encore un petit peu? Ah, je crois que c'est quelqu'un qui est toujours avide d'apprendre et qui apprend sans cesse. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, très bonne journée.